Sans doute était-ce à quelque démon de la perversité, ou bien à l'influence sardonique d'une mystérieuse force de l'ombre, que je devais ce soudain revirement dans mes projets. J'avais depuis longtemps résolu de limiter mes observations à la seule architecture, et je me hâtais justement vers la Grand Place pour quitter au plus vite cette cité purulente, ce territoire de décrépitude et de mort, quand la vue du vieux Zadok Allen dévia le cours de mes pensées et me fit ralentir le pas avec hésitation. On m'avait pourtant mis en garde. Je ne pourrais rien tirer de ce vieillard, sinon des fragments sans queue ni tête d'absurdes légendes, et les autochtones voyaient d'un très mauvais œil les étrangers pris en train de discuter avec lui. Mais l'idée de me trouver face à cet antique témoin du déclin de la ville, cette mémoire des premières heures des navires et des fabriques, exerçait sur moi un attrait qui éclipsait tout jugement. Après tout, les mythes les plus étranges et les plus fous ne sont souvent qu'allégories et symboles d'une réalité plus profonde. Et le vieux Zadok avait vécu à Innsmouth pendant près d'un siècle. Ma curiosité l'emportait sur toute forme de prudence ou de raison, et l'arrogance de la jeunesse aidant, je m'imaginais capable d'extraire quelques pépites de vérité historique du torrent de paroles délirantes et confuses qu'un peu de whisky ne manquerait pas de déchaîner. Je savais bien qu'il m'était impossible de l'aborder dans l'immédiat, car les pompiers m'auraient alors remarqué et probablement repoussé. Le plus judicieux, me dis-je, serait de commencer par me procurer un peu d'alcool de contrebande à l'endroit où le garçon d'épicerie m'avait assuré qu'il y en avait à profusion. Puis j'irais traîner, l'air désœuvré, du côté de la caserne, où je pourrais accoster le vieux Zadok au départ d'un de ses fréquents vagabondages. À en croire le jeune homme, il se déplaçait sans cesse et restait rarement assis plus d'une heure ou deux devant la caserne. Je trouvais sans mal, mais à grands frais, un litre de whisky dans l'arrière-boutique d'un bazar crasseux à quelques pas de la Grand Place dans Elliott Street. L'individu malpropre qui me servit avait quelque chose de la fixité du masque d'Innsmouth, mais il se montra fort courtois à sa manière. Sans doute avait-il adopté les usages des nombreux étrangers de passage, camionneurs, acheteurs d'or et autres du même acabit, qui devaient faire appel à ses services. De retour sur la place, je compris que la chance me souriait, car cette silhouette haute, maigre et déguenillée qui émergeait pesamment de Payne Street et tournait au coin de la pension Gilman n'était autre que celle du vieux Zadok Allen lui-même. Conformément à mon plan, j'attirai son attention en brandissant la bouteille dont je venais tout juste de faire l'acquisition et ne tardai pas à le voir se diriger vers moi, le pas traînant et l'air sombre, tandis que je tournais dans Waite Street pour y trouver le coin le plus désert possible. À l'aide du plan dessiné par le garçon d'épicerie, je comptais rejoindre le secteur désert des quais, au sud, où j'étais déjà passé un peu plus tôt. Les seules personnes susceptibles de nous y remarquer seraient les rares pêcheurs installés sur la digue lointaine, et il me suffirait de descendre encore un peu plus au sud pour nous mettre définitivement à l'abri des regards. Trouver un quai abandonné où s'asseoir ne présenterait aucune difficulté, et je pourrais alors interroger à loisir le vieux Zadok. Avant d'atteindre Main Street, j'entendis derrière moi une voix faible et sifflante. « Hep, monsieur !» Et je me laissai rattraper par le vieillard pour lui permettre de boire déjà au goulot quelques généreuses gorgées de whisky. Je commençai à le sonder discrètement pendant que nous traversions un quartier dévasté de taudis en équilibre précaire, mais je me rendis bientôt compte que la langue du vieillard ne se délierait pas aussi facilement que je l'avais prévu. Je distinguai peu après une trouée entre deux pans de mur croulants que l'herbe avait conquis et qui donnaient sur la mer, et au-delà la langue de ciment d'un quai envahi par les algues. Près de l'eau, un empilement de pierres recouvertes de mousse pourrait nous accueillir sans trop d'inconfort, tandis qu'au nord, un entrepôt en ruine nous abriterait de tout regard indiscret. C'était selon moi l'endroit idéal pour un long entretien que je voulais garder secret. Je guidai donc mon compagnon jusque sur le quai, et nous trouvai des pierres plates où nous asseoir.
Il régnait alentour une atmosphère d'abandon et de mort absolument macabre, ainsi qu'une odeur de poisson presque intolérable. Mais j'étais déterminé à faire parler ce vieillard coûte que coûte. Il me restait environ 4 heures avant le départ du bus de 20 heures pour Arkham, et tout en mangeant mon frugal déjeuner, j'accordais de nouvelles lampées à l'ivrogne sans âge assis devant moi. Je veillais toutefois à ne pas l'imbiber trop généreusement, de peur que sa faconde alcoolique ne sombre dans l'hébétude. Au bout d'1 heure, sa méfiance taciturne sembla se dissiper, mais il ne cessait encore, à ma grande déception, d'éluder mes questions sur Innsmouth et les ombres de son passé. Il ne faisait que bafouiller des remarques sur l'actualité, faisant preuve d'une vaste connaissance de la presse et d'une certaine propension à ratiociner tel un villageois sentencieux. Vers la fin de la 2e heure, je craignis que ma bouteille de whisky ne suffise pas à produire les résultats escomptés, et je me demandais s'il n'était pas plus sage de laisser là le vieux Zédoc pour aller en chercher une autre. C'est à ce moment précis que le hasard m'offrit ce que mes questions n'avaient su provoquer, et que les divagations asthmatiques de l'ancêtre prirent un tour qui m'incita à me pencher vers lui et à dresser l'oreille. Je tournais le dos aux vagues en pestant le poisson, mais lui leur faisait face, et ses yeux s'attardèrent bientôt sur la ligne basse et lointaine du récif du diable, dont le fascinant profil affleurait nettement au-dessus des flots. Cette vision parut lui déplaire, car il se répandit alors en faibles imprécations à voix basse, bientôt assourdies en un inaudible murmure, qui l'appuya d'un regard entendu. Puis il se pencha vers moi, agrippa les revers de mon veston et se lança dans cette terrible confidence dont la teneur ne pouvait m'échapper. « C'est là-bas que tout a commencé, cet endroit maudit où naissent les profondeurs et toute la cruauté de ce monde, la porte de l'enfer. Ça descend tout droit jusqu'au fond, là où aucune ligne de sonde peut y aller. C'est lui qui a trouvé plus qu'il aurait dû dans ces îles de la mer du Sud. Tout le monde était au plus mal à cette époque, avec le commerce qui se cassait la fiole et les usines qui tournaient plus, même les plus neuves. Et puis nos meilleurs gars, ceux qu'on avait recrutés comme corsaires, s'étaient fait tuer en pleine mer pendant la guerre de 1812, ou alors avaient coulé à bord de l'Eliza ou du Ranger. C'était le brick et le chaland des Gilman. Au bas de marche, il avait 3 bateaux à flot. Il y avait le brigantin Columbia, le brick Haiti et son 3 mâles Sumatra Queen. Il n'y avait plus que lui pour traiter avec les Indes et le Pacifique, même si la goélette d'Esdras Martin, la Miley Bride, y avait fait un dernier petit tour en 28. Il était unique en son genre, le Captain Obed, ce vieux suppôt de Satan. Je l'entends encore nous raconter ces histoires de pays perdus à l'autre bout du monde, ou bien traiter tous les habitants d'idiots parce qu'ils allaient à la messe et qu'ils portaient le poids de leurs péchés sans rien dire. « Feriez mieux vous trouver des dieux comme ceux de la Polynésie, qui disaient, des dieux qui donnent plein de poiscailles en échange de sacrifices et qui répondent aux prières qu'on leur fait. » Matt Elliott, son second, était plutôt bavard, lui aussi, sauf qu'il était contre ces diableries-là. Il parlait de cette île à l'est de Tahiti où il y avait plein de ruines tellement vieilles que plus personne ne savait rien sur elles, pareil qu'à Pohnpei dans les Carolines, mais avec des visages sculptés qui ressemblaient aux grosses statues de l'île de Pâques. Il y avait un petit îlot volcanique juste à côté, avec des sculptures encore différentes. Toutes abîmées, comme si qu'elles sortaient de l'eau, et toutes couvertes d'images de monstres affreux. Eh ben, monsieur, Matt disait que les sauvages de ce coin-là, ils avaient tout le poisson qu'ils voulaient, et qui portaient des bracelets, des anneaux de bras et des couronnes taillées dans de l'or bizarre, et tout couvert d'images de monstres pareils à ceux qui étaient sculptés sur les ruines qu'émaillait l'îlot. Des sortes de crapauds-poissons ou de poissons-crapauds dessinés dans tout plein de positions comme si c'était des êtres humains. Impossible de leur faire avouer d'où ça provenait. Et tous les autres sauvages demandaient comment ils trouvaient tout ce poisson alors que la pêche était maigre dans les îles voisines. Matt, ça l'intriguait aussi, et le capitaine Obed pareil. Et puis le capitaine l'a remarqué aussi qu'une bonne partie de la jeune génération disparaissait d'une année sur l'autre et qu'on voyait plus beaucoup de vieux non plus dans le coin. Puis il s'est mis à trouver à certains de ces gens-là un air franchement bizarre, même pour des sauvages.
Il y avait Cobbett pour découvrir la vérité sur ces païens. Je sais pas comment qu'il a fait, mais il s'est mis à leur troquer des trucs contre leurs bijoux en espèces d'or. À leur demander d'où qu'ils venaient et s'ils pouvaient en avoir plus. Et à force, il a fini par tirer les vers du nez de leur grand chef, Wallachea, qu'il l'appelait. Personne d'autre qu'Obed avait jamais voulu croire ce vieux démon cuivré, mais le capitaine, il pouvait lire dans les gens comme dans des livres. Maintenant, c'est moi que plus personne croit quand je leur raconte, et ça fera pareil avec vous, mon petit gars. Quoi qu'à bien regarder, vous avez un peu les yeux perçants de vieil Obed. Les marmonnements du vieillard se firent encore plus faibles, et je me surpris à frissonner devant la profonde et sincère gravité qu'il insufflait à ses paroles, quand bien même je savais que son histoire ne pouvait être qu'un délire d'ivrogne. Sachez, monsieur, qu'Obed l'a appris qu'il y avait sur cette terre des choses que presque personne n'a jamais entendu causer, et que personne croirait si on leur racontait. Apparemment, ces sauvages sacrifiaient des tas de leurs jeunes gars et de leurs jeunes filles à des espèces de dieux qui vivaient sous la mer, en échange de toutes sortes de faveurs. Ils allaient rencontrer ces bestioles-là sur la petite île aux ruines étranges, et il paraîtrait que les images affreuses de crapauds-poissons monstrueux étaient censées représenter ces saletés. Ça se trouve, c'est de ces bestioles que viennent toutes les histoires de sirènes et de machins dans le genre. Ils avaient des espèces de villes tout au fond de la mer, et c'est de là qu'avait surgi l'îlot. Certaines de ces créatures vivaient encore dans les bâtiments de pierre quand l'île était remontée à la surface. C'est comme ça que les sauvages avaient découvert tout ce qui se cachait sous l'eau. Ça les a sacrément effrayés, pour sûr. Mais ils ont fini par s'y faire et par leur causer en langue des signes, et avant longtemps, ils faisaient commerce ensemble. Ces bêtes-là, elles aimaient les sacrifices humains, et ils y avaient eu droit des millénaires plus tôt, mais avaient perdu le contact avec le monde d'en haut depuis. Et ce qu'ils faisaient à leurs victimes, je pourrais pas vous dire. Je parie qu'Obed s'est pas trop attardé sur le sujet. Mais ça leur était bien égal à ces sauvages, parce que les temps étaient durs et qu'ils étaient prêts à tout. Ils offraient un certain nombre de jeunes gens aux créatures de la mer 2 fois par an, à chaque nuit de Valpurgis et chaque Halloween. Réglés comme du papier à musique, que c'était. Ils leur refilaient aussi des babioles qu'ils fabriquaient, et en échange, les créatures leur envoyaient tout plein de poiscailles, qu'elles allaient chercher dans tous les recoins de l'océan, et parfois quelques breloques faites de cette espèce d'or bizarre. Comme je vous disais, les indigènes rencontraient les bestioles sur ce petit îlot volcanique. Ils y allaient en canoë avec les gens à sacrifier et tout le totem, et repartaient avec les bijoux qu'on voulait bien leur donner. Au début, les créatures restaient dans leur coin, à l'écart de l'île principale, mais au bout d'un moment, elles ont commencé à s'en approcher. Il semblerait qu'elles cherchaient à se mêler aux humains et célébrer leur grande fête avec eux, la nuit de Valpurgis et l'Halloween, comme je vous disais. Parce qu'elles étaient capables de vivre aussi bien dans l'eau qu'en dehors, comprenez. Des amphibies, que ça s'appellerait. Les sauvages leur ont dit que c'était pas bien prudent, parce que les voisins des autres îles, ils voudraient sûrement les massacrer s'ils apprenaient qu'ils traînaient dans le coin. Mais les créatures, elles ont répondu qu'elles s'en fichaient bien, qu'elles pourraient massacrer toute la race humaine si elles voulaient, sauf ceux qui portaient les signes utilisés dans le temps par les anciens disparus ou quelque chose dans le genre. Mais pour pas faire de scandale, elles allaient se cacher si jamais quelqu'un venait visiter l'île. Quand ces poissons-crapauds ont proposé de s'accoupler avec eux, les sauvages ont commencé par grogner, puis ils ont appris quelque chose qui leur a fait voir l'affaire sous un nouveau jour. Semblerait que les êtres humains seraient en quelque sorte de la même famille que ces bestioles marines, que tout ce qui vit serait sorti de la mer dans le passé et qu'il suffirait d'un petit changement de rien du tout pour que ça y retourne. Ces créatures ont dit aux sauvages que s'ils s'y mêlaient les uns aux autres, ça ferait des enfants qui auraient l'air humains au début, puis qui seraient de plus en plus comme ces monstres en vieillissant, jusqu'à finir par entrer dans l'eau et retrouver le reste de la troupe dans le fond des océans. Et c'est là qu'il faut ouvrir vos esgourdes, jeune homme. Ceux qui seraient devenus des poissons et qui seraient partis dans l'eau, ils mourraient jamais. Ces bestioles-là, elles mourraient pas, sauf si on les égouillait. Et ma foi, monsieur, il semblerait bien que les gens des îles étaient tout pleins de sang de poisson quand le capitaine Obed les a rencontrés. Quand ils vieillissaient et que ça commençait à se voir de trop, on les cachait jusqu'à ce qu'ils se décident à se mettre à l'eau et de partir.
Il y en a qui étaient plus atteints que d'autres, et même certains qui changeaient jamais assez pour tourner à la mer, mais la plupart finissaient exactement comme les bestioles les avaient dit. Ceux qui naissaient en leur ressemblant déjà se transformaient rapidement, mais ceux qui étaient plus humains restaient parfois sur l'île jusqu'à leurs 70 ans, même s'ils faisaient des petites tentatives sous la surface de temps à autre. En général, ceux qui s'étaient définitivement mis à l'eau passaient souvent rendre une petite visite sur l'île. Alors, faut s'imaginer qu'un type pouvait parfois se retrouver à tailler le bout de gras avec son 5 fois grand-père qui avait quitté la terre ferme pas loin de 200 ans plus tôt. La mort voulait plus rien dire pour eux. Et avec les gardes canoës contre les autres îles, les sacrifices aux dieux du fond de la mer, les morsures de serpents, la peste ou l'une et l'autre de ces maladies foudroyantes, qui à part chez eux, qui pouvaient les empêcher de finir sous l'eau, ils faisaient tous qu'attendre une sorte de changement qui avait fini par leur paraître normal avec le temps. Ils s'imaginaient qu'ils s'en tiraient à bon compte, et je crois qu'Obed l'a fini par penser la même chose, après qu'il eut ruminé un peu tout ce que lui avait raconté le vieux Wallachea. Celui-là, c'était un des seuls qui avait pas de sang de poisson, puisqu'il était de la famille royale qui se mariait qu'avec les familles royales des autres îles. Wallachea, il a enseigné à Obed plein de rituels et d'incantations qui avaient rapport avec les créatures de la mer, et il a fait voir certains villageois qui avaient plus grand-chose d'humain. Ceci dit, il a jamais voulu lui montrer la moindre de ces créatures sorties de l'eau. Pour finir, il y a offert un drôle de gris-gris en plomb ou quelque chose qui, d'après lui, pouvait faire remonter à la surface les créatures poissons n'importe où dans le monde où qui pourraient avoir un nid. Suffisait de le balancer à la flotte avec les bonnes prières et tout le reste. Wallachea disait que ces bestioles étaient présentes dans tous les océans et qu'en cherchant bien, n'importe qui pouvait repérer un nid et les appeler quand il y avait besoin. Matt, ça lui disait rien qui vaille, cette affaire-là, et il répétait à Obed de pas s'approcher de cette île. Mais le capitaine était à Proguin, et il voyait qu'une chose. Ces drôles de bijoux qu'il achetait tellement pas cher que ça pouvait bien lui rapporter gros pour peu qu'il s'en fasse une spécialité. Et au bout de quelques années, Obed avait amassé assez de machins dorés pour démarrer sa raffinerie dans le vieux moulin à Foulon en ruine des Waite. Il n'osait pas vendre les bijoux en l'état, parce qu'on aurait posé trop de questions, mais de temps à autre, ses ouvriers en chipaient un pour le revendre, même s'ils avaient juré de garder le secret. Et aussi, il laissait les femmes de sa famille emporter certains qui avaient l'air un peu plus de facture humaine que les autres. Puis, vers 38, quand j'avais 7 ans, Obed a découvert que depuis son dernier voyage, ces sauvages avaient été massacrés jusqu'au dernier. Il semblait que les voisins des autres îles avaient eu vent de ce qui se passait chez eux et qu'ils avaient décidé de prendre les choses en main. Sans doute qu'ils devaient avoir ces vieux signes magiques que les créatures disaient que c'était les seules choses qu'elles craignaient. Puis on peut pas savoir sur quoi qu'ils mettent la main, ces sauvages, quand le fond de la mer recrache une île pleine de ruines plus vieilles que le déluge. Ils rigolaient pas, en tout cas. Ils avaient rien laissé debout dans la grande île, comme dans le petit îlot volcanique, sauf les ruines qui étaient trop grosses pour qu'ils puissent les abattre. Ils avaient éparpillé un peu partout des petits cailloux, comme des talismans, avec des dessins comme ceux que ça s'appelle des svastikas de nos jours. Peut-être bien que c'était ça, le signe des anciens. Bref, tous les sauvages zigouillaient. Plus trace des bijoux dorés, et voilà que les autres sauvages voulaient pas souffler mot de leur affaire. Il y aurait même jamais eu personne sur l'île qui ose dire « Circulez, y a rien à voir ». Forcément, c'était un sacré coup dur pour Obed, vu que son commerce normal allait déjà pas bien fort. Et tout le monde à Innsmouth se retrouve dans le même panier, puisque, du temps de la marine, ce qui rapportait au capitaine rapportait pareil à l'équipage. La plupart des gens de la ville, ils ont encaissé cette mauvaise période comme des moutons résignés. Mais ils étaient en sale état à cause que le poisson se mettait à manquer dans le port, et que les fabriques tournaient plus beaucoup. C'est là qu'Obed a commencé à gueuler que tout le monde se comportait comme du bétail en chemin pour l'abattoir, et que leur dieu, dans son joli paradis, il bougeait pas le petit doigt pour eux. Qui connaissaient des gens que leur dieu leur donnait tout ce qu'ils avaient vraiment besoin, et que si assez de gens se rangeaient de son côté, il pourrait peut-être en appeler à certaines puissances qui ramèneraient des tas de poissons et même un bon baquet d'or. Évidemment, ceux qui servaient sur le Sumatra Queen et qui avaient vu l'île savaient bien de quoi ils parlaient, et ils couraient pas après l'idée de fricoter avec ces créatures de la mer qu'on leur avait parlé. Mais ceux qui savaient pas de quoi ils retournaient ont pas tardé à se laisser manipuler par Obed.
Et ils se sont mis à lui demander comment il pourrait les mettre sur le chemin de cette foi qui répond aux prières. Soudain, le vieillard hésita, bafouilla et finit par sombrer dans un silence morose et inquiet. De temps à autre, il jetait par-dessus son épaule des coups d'œil apeurés, puis se retournait pour contempler d'un air fasciné la ligne noire du lointain récif. Comme il refusait désormais de répondre à mes questions, je compris qu'il faudrait le laisser finir la bouteille. Cette incroyable histoire m'intéressait profondément, car je croyais discerner en elle une sorte d'allégorie grossière née de l'étrangeté d'Innsmouth et concoctée par une imagination créative bercée d'exotiques légendes. Pas un seul instant je n'avais accordé le moindre crédit à cette fable, mais elle n'en distillait pas moins une véritable horreur, due sans doute aux allusions à ces étranges bijoux certainement semblables à cette odieuse tiare que j'avais contemplée à Newburyport. Il était après tout fort possible que ces parures proviennent d'une île mystérieuse, que ces légendes échevelées soient les mensonges de feu Obedmarsh plutôt que ceux du vieil ivrogne. Je tendis la bouteille à Zedok, qui la siffla jusqu'à la dernière goutte. Je m'étonnais de sa résistance à l'alcool, car le whisky n'avait en rien empâté sa voix rauque et stridente. Puis il lécha le goulot de la bouteille, la fourra dans sa poche et se mit à dodeliner de la tête en se parlant doucement à lui-même. Je me penchai vers lui pour essayer de distinguer quelques mots articulés, et je crus le voir esquisser un sourire mauvais sous sa barbe grasse et touffue. Oui, c'étaient bien des phrases qu'il formulait, et je pus en comprendre une bonne partie. Pauvre Matt, vous l'avez toujours été contre. Il essayait de mettre les gens de son côté, il causait pendant des heures avec des pasteurs, mais il était trop tard. Ils ont chassé le pasteur congrégationaliste hors de la ville, puis le méthodiste est parti. Puis le pasteur baptiste, Resolve de Babcock, qui s'appelait, on l'a jamais revu, le courroux du Seigneur. J'étais rien qu'un petit mouflet, mais je comprenais quand même ce qui se passait. Dagon et Astaroth, Bélial et Belzébuth, le Vaudor et les idoles de Canaan et les Philistins, les abominations de Babylone, Méné, Méné, Tekel ou Pharsine. Il s'interrompit à nouveau, et la lueur de ses yeux bleus larmoyants me fit craindre qu'il sombre dans l'hébétude. Mais quand je lui secouai doucement l'épaule, il se tourna vers moi avec une surprenante vivacité et laissa échapper des paroles plus sombres encore. « Vous me croyez pas, hein? Alors dites-moi, jeune homme, pourquoi que le capitaine Obed et une vingtaine d'autres types partaient ramer jusqu'au récif du diable, en plein milieu de la nuit, en chantant si fort qu'on pouvait les entendre jusqu'à l'intérieur de la ville, quand le vent soufflait dans le bon sens? Dites un peu pour voir, hein? Ou pourquoi qu'Obed n'arrêtait pas de jeter des choses lourdes dans l'eau profonde, de l'autre côté du récif, où que ça descend pareil qu'une falaise et qu'aucune sonde ne peut toucher le fond? Dites-moi ce qu'on y faisait avec ce gris-gris à la forme bizarre qu'Walakea lui a offert. Hein, mon gars? Et qu'est-ce qui beuglait tous à Valpurgis et aussi à l'Halloween? Et pourquoi que les nouveaux pasteurs, tous d'anciens matelots, y portent des robes pas possibles et qui se recouvrent avec ces machins dorés qu'Obed a rapportés? Hein? Une lueur de démence presque sauvage avait envahi ses yeux humides, et sa barbe blanche et grasse se hérissait comme parcourue par un courant électrique. Le vieux Zedok remarqua sans doute mon mouvement de recul, car il se mit à ricaner de façon diabolique. C'est qui commencerait à comprendre? Peut-être qu'il aurait aimé être à ma place en ce temps-là, quand je voyais des choses dans la mer la nuit, depuis la lanterne sur le toit de la maison. Oh, les petits lardons ont de bonnes oreilles, je vous dis que ça. Et je perdais rien de ce qui se racontait sur le capitaine Obed et les autres qui allaient au récif. Et la fois où j'ai chippé la longue vue de mon père et que j'ai vu de la lanterne que le récif grouillait de forme qu'on replongeait fissa quand la lune s'élevait, Obed et ses gars étaient dans un doris, mais ces formes-là ont plongé de l'autre côté du récif dans l'eau profonde et ils ont jamais remonté. Comment que ça vous dirait, à vous, d'être un petit morveux tout seul dans un lanterneau en train de regarder des formes qui seraient même pas humaines? Hein? Le vieillard devenait hystérique, et je frissonnais, envahi par une indicible frayeur.
Il posa sur mon épaule une main semblable à une pince noueuse, et il me sembla que l'hilarité n'était pas seule à faire trembler son bras. Imaginez qu'une nuit, vous auriez vu Obed pousser quelque chose de lourd par-dessus son Doris derrière le récif, et que le lendemain, vous auriez appris qu'un jeune type avait disparu de chez lui. Y a personne qui a jamais revu ni entendu parler de Hiram Gellman après ça, je me trompe? Ou de Nick Pierce, ou de Lily Waite, ou d'Adoniram Southwick, ou de Henry Garrison. Des silhouettes qui causaient en langage des signes. Pour celles qui avaient de vraies mains. Ma foi, monsieur, c'est à partir de là que le vent a tourné pour Obed. Ces 3 filles se pavanaient en ville, toutes couvertes de ces machins dorés qu'elles portaient par avant, et la cheminée de la raffinerie s'est remise à fumer. Et les marches étaient pas les seuls à prospérer. Il y avait tellement de poissons qui grouillaient dans le port, qui se mettaient tout seuls dans les filets. Et Dieu seul sait combien de cargaisons qu'on a pu expédier à Newburyport, Arkham ou Boston. C'est à ce moment-là qu'Obed l'a fait poser les rails du chemin de fer. Il y a bien eu quelques pêcheurs de Kingsport qui ont débarqué avec leur sloop pour profiter de notre poiscaille, mais ils ont tous disparu. Personne ne les a jamais revus. Et puis c'est là que les gens d'ici ont créé l'ordre ésotérique de Dagon, et qu'ils ont racheté la loge maçonnique de la commanderie du Calvaire pour l'y mettre dedans. Matt Elliott, il était franc-maçon, et il s'était opposé à la vente, mais lui aussi il a fini par disparaître. Attention, hein, je dis pas qu'Obed voulait que ça finisse comme sur l'île de ces sauvages. Je crois pas qu'il visait à ce que les races se mélangent et fassent des petits qui se changeraient en poissons et qui vivraient pour toujours dans l'eau. Lui, ce qu'il voulait, c'était les bijoux, et il était prêt à tout pour ça. Et ça avait l'air de leur convenir, aux autres bestioles, et tout le monde était content. Sauf qu'en 46, les gens de la ville ont commencé à se poser des questions et à y réfléchir à 2 fois. Trop de disparitions, trop de sermons d'excités pendant les messes, trop de rumeurs à propos du récif. Je pense que j'y ai été un peu pour quelque chose en allant rapporter au conseiller Maury ce que j'avais vu du haut de mon lanterneau. Alors une nuit, il y a un groupe qui a suivi la bande d'Obed jusqu'au récif, et j'ai entendu des coups de feu entre les Doris. Le lendemain, Obed et 32 de ses gaz étaient sous les verrous, avec tout le monde qui se demandait ce qui se passait et de quoi on allait bien pouvoir les accuser. Seigneur, si seulement j'avais su ce qui les attendait. Au bout de 2 semaines où plus rien n'avait été jeté dans la mer. Zedok montrait à présent des signes d'agitation et d'épuisement, et je le laissai en paix pendant un moment, tout en jetant des coups d'œil inquiets à ma montre. La mer montait désormais, et le clapotis des vagues sembla réanimer le vieil homme. J'étais pour ma part heureux de ce changement de marée, car l'odeur de poisson serait sans doute moins suffocante une fois le littoral recouvert. De nouveau, je me penchai pour écouter. Cette abominable nuit, je les ai vus. J'étais perché dans mon lanterneau. Des hordes entières, des nuées. Ça pullulait sur le récif et ça remontait le port jusque dans le Manuxet. Seigneur, ce qu'a pu se passer dans les rues d'Innsmouth cette nuit-là. Il s'acharnait sur notre porte, mais papa n'a pas voulu ouvrir. Puis il est sorti par la fenêtre de la cuisine avec son mousquet pour aller chercher le conseiller Maury et voir ce qu'il pouvait faire. Des piles de cadavres et de types qui agonisaient. Des coups de feu et des hurlements. Ça beuglait partout, sur la vieille place et la grande place et New Church Green. Les portes de la prison défoncées. Annonces publiques. Trahison. Quand des gens de l'extérieur sont venus et qu'ils ont trouvé la moitié des habitants de la ville en moins, on a dit que c'était la peste. Il restait plus que ceux qui avaient accepté de rejoindre Obed et ses bestioles, et ceux qui allaient tenir leur langue. J'ai plus jamais revu mon pas après ça. Le vieillard s'était mis à haleter et à suer à grosses gouttes. Il resserra sa prise sur mon épaule. J'avais tout nettoyé le matin suivant, mais il restait des traces.
Alors Obed a en quelque sorte pris les choses en main et il a déclaré que tout allait changer. Que les autres allaient venir communier avec nous pendant les cérémonies et que certaines familles allaient recevoir des invités. Ils voulaient se mélanger avec nous comme ils avaient fait avec les sauvages et Obed y estimait que c'était leur droit. Il avait perdu tout sens de la mesure, le capitaine. Il était comme fou quand il parlait. Il disait qu'il nous avait offert du poisson et du trésor et qu'il méritait de recevoir tout ce qu'ils étaient venus chercher. Fallait rien qu'on change en apparence, juste qu'on se tienne à l'écart des étrangers si on savait ce qui était bon pour nous. On a tous été obligés de prêter serment à Dagon, puis certains d'entre nous ont fait un deuxième, puis un troisième serment. Ceux qui rendraient des services spéciaux y recevraient des récompenses spéciales, de l'or et même plus. À quoi bon avoir des états d'âme, puisqu'il y en avait des millions au fond de l'eau? Ils n'avaient pas particulièrement envie de prendre les armes et de massacrer toute l'humanité, mais si on les trahissait et qu'on leur forçait la main, ils pourraient s'en donner à cœur joie. On n'avait pas tous ces vieux gris-gris comme ceux des mers du Sud, nous, et sûr que ces sauvages allaient jamais vouloir partager leurs secrets. Qu'on leur livre assez de sacrifices et de babioles de sauvages et qu'on les reçoive en ville, et ils nous laisseraient tranquilles. Ils feraient pas de mal aux étrangers pour pas qu'ils aillent raconter des histoires à l'extérieur. Sauf s'ils fouinaient de trop. Et tout le monde serait réuni dans la grande famille des fidèles de l'ordre de Dagon. Puis les nouveau-nés mourraient jamais, mais retourneraient auprès de Mère Hydra et de Père Dagon, d'où qu'on est tous issus. Ya, Cthulhu Ftagn, Fngluim Vudnaf, Cthulhu Orliem Vga Maglftagn. Le vieux Zédoc délirait totalement à présent, et je retins mon souffle. Pauvre bougre, dans quels pitoyables abîmes hallucinatoires l'alcool, ajouté à la haine de la déchéance, du métissage et de la maladie, avait-il poussé cette imagination fertile et débridée. Il se mit à gémir, et des larmes dévalèrent ses joues ravinées pour se perdre dans les profondeurs de sa barbe. Oh Seigneur, ce que j'ai pu voir depuis mes 15 ans. Méné, Tekel ou Farcine. Tous ces gens disparus et tous ceux qu'on préférait se tuer. Ceux qui ont été racontés l'histoire à Arkham ou à Ipswich ou ailleurs se faisaient traiter de fous. Pareil que vous me traitez de fou en ce moment. Mais Seigneur, ce que j'ai vu, il m'aurait tué depuis un bout de temps pour tout ce que je sais si Obed m'avait pas fait prêter le premier second serment à Dagon. Avec ça, j'étais protégé, sauf si un tribunal fidèle prouvait que j'avais fait exprès de cracher le morceau. Mais j'avais refusé le troisième serment. Qu'on me tue plutôt que ça. C'est devenu pire à l'époque de la guerre civile, quand les enfants nés depuis 46 ont commencé à grandir. Pour certains, en tout cas. J'étais terrorisé. Depuis cette horrible nuit, je voulais plus rien savoir de tout ça. Et j'ai jamais vu de près un seul de leur race dans toute ma vie. Un qui serait de sang pur, du moins. Je suis parti pour la guerre, et si j'avais eu un peu de cran ou de bon sens, je me serais trouvé un coin tranquille, loin d'ici, et jamais je serais revenu. Mais on m'écrivait pour me dire que ça s'était arrangé, sans doute à cause de la garnison d'appelés postée dans la ville depuis 63. Après la guerre, ça recommençait tout aussi pire qu'avant. Il y avait de moins en moins de monde. Les fabriques et les boutiques ont fermé. On a arrêté de naviguer et le port s'est ensablé. On a laissé le chemin de fer à la rouille. Mais eux, ils s'arrêtaient jamais de venir de ce maudit récif de Satan et de nager dans la rivière et près de la côte. Et on a condamné de plus en plus de greniers. Et on entendait de plus en plus de bruit dans les maisons qui étaient censées y avoir personne dedans. Les gens de l'extérieur y racontaient des histoires sur nous. Vous avez dû en entendre pas mal, vu les questions que vous me posez. Des histoires à propos de ce qu'ils apercevaient de temps à autre, et de ces bijoux bizarres qui sortent de nulle part et qui ne sont pas complètement fondus, mais jamais rien de bien sûr. Personne n'a jamais rien voulu croire. Pour eux, les machins dorés viennent d'un trésor de pirates, et les gens d'Innsmouth ont du sang d'étranger dans les veines, ou bien alors il y a qui sont tout galeux ou lépreux ou quelque chose. Et puis ceux d'ici se privent pas pour faire fuir les étrangers, et à encourager ceux qui y restent à pas se montrer trop curieux, surtout la nuit.
Les bêtes, elles aiment pas trop les créatures. Les chevaux encore pire que les mulets. Mais y a plus de problème maintenant avec les autos. En 46, le capitaine Obed l'a pris une seconde femme que personne dans la ville a jamais vue. Il y en a qui pensent qu'il voulait pas, mais que les autres qu'il avait fait venir avaient décidé pour lui. Il a eu 3 enfants avec elle. 2 qui ont disparu très jeunes, puis une fille qui avait l'air toute normale et qui a été envoyée faire ses études en Europe. Obed l'a imaginé un coup fourré pour la faire épouser un pauvre type d'Arkham qui se doutait de rien. Mais personne du dehors veut plus rien à faire avec le peuple d'Innsmouth maintenant. Aujourd'hui, c'est Barnabas Marsh, le petit-fils du premier mariage d'Obed, qui dirige la raffinerie. L'aîné Don Essiferus, mais sa mère non plus, on l'a jamais vue. Maintenant, Barnabas l'est presque complètement changé. Il peut plus fermer ses yeux et il est tout déformé. Il porterait encore des vêtements, à ce qu'on dit, mais il tardera pas à se mettre à l'eau. Il a peut-être même déjà essayé. Ils descendent des fois juste pour essayer avant d'y aller pour de bon. Ça fera bientôt 10 ans qu'on l'a pas vu en ville. À se demander comment que sa pauvre femme elle prend ça. Elle vient d'Ipswich, et les gens de la base ont bien failli lyncher Barnabas quand il a fait la cour, il y a de ça 50 ans. Obed l'est mort en 78, et toute la génération d'après, elle a fini par disparaître. Les enfants de sa première femme sont pas survécus. Quant aux autres, Dieu seul sait où qu'ils sont passés. À mesure que le bruit de la marée montante se faisait plus insistant, l'humeur larmoyante du vieillard semblait petit à petit se muer en terreur vigilante. Il s'interrompait de temps à autre pour lancer de nouveaux regards nerveux par-dessus son épaule ou vers le récif, et malgré la délirante invraisemblance de son récit, je ne pouvais m'empêcher de partager son appréhension croissante. Sa voix se fit plus stridente, comme s'il tentait de se donner du courage en parlant plus fort. « Et vous, là, pourquoi vous disiez rien? Comment que ça vous plairait d'habiter une ville comme ça, avec tout qui pourrit et qui meurt, et pleine de monstres enfermés qui rampent, qui bêlent, qu'aboient et qui sautillent dans le noir des caves et des greniers, et que vous croisez à tous les coins de rue, hein? Comment que ça vous plairait d'entendre hurler nuit après nuit dans les églises et le siège de l'ordre à Dagon, et de savoir que les gosiers qui hurlent sont pas tous humains? Comment que ça vous plairait d'entendre les bruits qui montent de cet affreux récif à Walpurgis et l'Halloween? Hein? Ce vieux crouton est tout siphonné que vous devez penser, pas vrai? Eh ben accrochez-vous bien, monsieur, parce que je vous ai pas encore dit le pire. Zedok criait à tue-tête désormais, et la fureur démente de sa voix me perturba plus que je n'aurais voulu l'avouer. Allez au diable! À me regarder avec ces yeux-là! Je vous dis qu'Obed Marsh retient en enfer, et qui risque pas d'en sortir! En enfer, je vous dis, peut pas m'avoir! J'ai jamais rien fait, jamais rien dit à personne! Si c'est pas ce que je suis en train de faire, c'est ça que vous me demandez, jeune homme? Ben, j'ai jamais rien dit jusque-là, mais je vais le faire maintenant. Accrochez-vous et ouvrez grand vos esgourdes, mon gars. Ce que vous allez entendre, je l'ai jamais raconté à personne. Je vous ai dit que je voulais plus rien savoir après cette nuit-là, mais ça m'a pas empêché de découvrir certaines choses. Vous voulez savoir ce qui est le plus horrible, hein? Écoutez-moi ça. C'est pas tant ce que ces poissons démoniaques ont fait que ce qu'ils s'apprêtent à faire. Ils remontent des choses depuis les profondeurs d'où qu'ils viennent pour les mettre dans la ville. Ils font ça depuis des années, mais de moins en moins récemment. Tout ces taudis au nord de la rivière, Hotwater et Main Street, en sont remplis. De ces diables et de ce qu'ils ont remonté. Et quand ils seront prêts, je vous dis, vous avez déjà entendu causer d'un Shoggoth? Vous me suivez, hein? Je vous dis que je sais c'est quoi ces bêtes-là. Je les ai vues une nuit quand... Le hurlement du vieillard fut si atrocement soudain, si empli d'inhumaine épouvante que je manquais d'effaillir. Ses yeux, qu'il avait rivés derrière moi sur les flots malodorants de l'océan, semblaient lui sortir des orbites, tandis que son visage se muait en un masque d'horreur digne de ceux de la tragédie grecque. Sa griffe osseuse laboura douloureusement la chair de mon épaule, et il resta comme pétrifié quand je tournai la tête pour tenter d'apercevoir ce qu'il avait vu. Il n'y avait rien à l'horizon, rien que la marée montante troublée par endroits de rides peut-être plus proches que la ligne lointaine des brisants. Mais Zedok me secouait violemment à présent,
et je me retournai pour voir son visage crispé par la peur se fondre en un chaos de paupières battantes et de lèvres convulsées. Il ne tarda pas à recouvrer sa voix, quand bien même ce n'était plus qu'un souffle frémissant. « Fichez le camp, Lizzie, fichez le camp, ils nous ont repérés. Courez si vous tenez à la vie, tout de suite. Ils savent maintenant. Sauvez-vous, vite! Fichez le camp de cette ville! » Une lourde vague déferla sur la maçonnerie branlante du quai en ruine, et le murmure dément du vieillard se mua une nouvelle fois en un cri inhumain qui me glaça le sang. Avant que j'aie pu reprendre mes esprits, il avait relâché sa prise sur mon épaule et s'était élancé vers l'intérieur des terres comme un dément. Je le vis tituber vers le nord derrière le mur de l'entrepôt délabré. Je regardais de nouveau les flots, mais je n'y remarquai rien de particulier. Et quand j'atteignis Water Street et tournai la tête vers le nord, Zedek Allen avait disparu sans laisser de traces.